Avec nous pour en parler, Anne Mazoyer, bonjour, merci d'être là, spécialiste en communication politique, présidente de Fair Value et Public Affaires. Docteur Philippe Sopena, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur ce plateau. Audrey Lemaire, bonjour. Bonjour. Merci également d'être là. Vous êtes psychologue. Anne Mazoyer, d'abord une première réaction à ces révélations ce matin de nos confrères du Parisien. Ces contrôleurs SNCF qui auraient continué à travailler alors qu'ils étaient positifs au Covid-19 en disant si on se met en maladie, on perd de l'argent, donc on a préféré continuer à travailler. Alors qu'on nous fait toute la journée la morale, on nous explique, attention, on ferme les restos, on ferme les bars, et on découvre ça, c'est surréaliste. En fait, si vous voulez, c'est une période tellement troublée qu'elle est révélatrice des peurs, et des peurs parfois inconscientes, des peurs incontrôlables, qui se développent ici et là, et qui ne peuvent pas être jugulées par les annonces politiques. C'est vrai aussi que cette période est révélatrice de nos valeurs, de notre démocratie et également de nos priorités d'une manière plus générale. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour contrer, je dirais, le virus? Est-ce que nous sommes prêts à sacrifier une partie importante de nos libertés? C'est là où, si vous voulez, la question se pose aujourd'hui. Mais là, c'est plus basique. Est-ce qu'on est prêt à sacrifier une partie importante de notre salaire? Oui, parce que c'est la peur de la précarisation. C'est la peur de la précarisation. C'est la peur aussi de ne plus être capable d'assumer des fins de mois, ce qui sera certainement le cas pour des millions de gens, de toute façon, dans les mois et probablement les années à venir. Donc oui. Audrey Lemaire, je vous ai demandé d'être là parce que vous êtes psychologue et Anne Mazoyer a prononcé tout de suite le mot, en fait, qui est le mot-clé pour nous, c'est le mot peur, parce que c'est ce mot qui revient de plus en plus. On a peur, et depuis hier, le professeur Raoult lui a dit on est dirigé par la peur. Alors d'abord, la peur, c'est quoi comme sentiment quand on est psy? Peur, c'est une émotion en réalité, et c'est une émotion qui est très intéressante et très importante parce que c'est la première émotion qu'on va pouvoir ressentir dans notre vie. Elle est utile d'après les théories évolutionnistes parce qu'elle nous sert à la survie en réalité. Et donc on a un fonctionnement cérébral qui est prédominant sur la peur, c'est-à-dire que vous allez détecter plus rapidement un message de peur que tout autre message. Si on vous met plein de messages différents, vous allez détecter prioritairement la peur. Donc si vous n'arrêtez pas d'activer la peur en permanence, forcément au niveau cérébral, en fait, la boucle amygdalienne et tout, c'est la neuro, mais va s'activer, et comme elle s'active vite, elle va s'entretenir après. La console qui a sauté, vous nous expliquez la peur et qu'on ne peut pas vivre en permanence dans la peur. Non, on ne peut pas vivre dans la peur, notre cerveau n'est pas fait pour. En réalité, on doit détecter des messages de peur quand c'est nécessaire, justement, pour la survie, un petit peu, on va le dire comme ça. Donc là, on parle d'une survie sociale. Et si on bombarde en réalité les gens, et notamment les jeunes, la tranche de 18-30 ans, de messages incessants de peur, sans leur donner quoi faire pour justement ne pas vivre dans la peur, c'est-à-dire on porte les masques, on explique pourquoi, on a des gestes barrières, on explique pourquoi, et on arrête de créer la confusion et de faire que de la peur, là, ils vont peut-être écouter. Et le canal aussi qui est fait à la télé, les jeunes, ils la regardent pas trop. Donc maintenant, il faut aller sur les réseaux sociaux. Il faut aussi, c'est à celui qui a envie d'adresser un message de se faire comprendre. Docteur Sopena, vous êtes d'accord avec cette analyse que la peur, en fait, on peut pas gouverner par la peur pendant 6 mois, 8 mois, 9 mois. Parce que cette peur, on peut la ressentir. Alors, ça n'a rien à voir, mais moi, je me souviens d'une période où on a beaucoup vécu dans la peur, c'était les attentats, par exemple. Mais c'est une peur, j'ai envie de dire, qui s'estompe au fur et à mesure et qui est sur une durée plus courte. Là, ça fait 8 mois, 9 mois qu'on a tous ces chiffres du Covid qui nous arrivent, qu'on nous dit attention, ça va recommencer. Et moi, je m'aperçois, y compris sur moi, ça a moins d'effet. On est chez les dingues, c'est-à-dire que on n'a pas accepté le fait qu'on est en face de l'inconnu, qu'il faut avoir des réponses de sagesse, il faut avoir des réponses de prudence et pas des réponses d'affolement. Écoutez, quand même, je vais donner 2 exemples. Quand on dit on ferme les bars à 22h à Paris, le virus, il n'est pas de garde la nuit, hein. D'abord, on ferme les bars qui donnent pas à manger et on laisse ouvert ceux qui donnent à manger. Mais non, mais ils nous prennent pour des billes. Alors, docteur, vous êtes parfait parce que vous me donnez la possibilité. Attendez, d'enchaîner avec le reportage qu'on a fait hier justement sur les bars qui ferment à 22h. Vous allez voir, c'est la pagaille. Est-ce que les bars qui servent des tapas sont considérés comme des bars qui font restaurant ou pas? Même les policiers ne comprennent plus rien. Vous avez lu l'arrêté. Oui. Et alors, l'arrêté dit quoi? Par exemple, si on mange des tapas, on ferme, mais si on sert une côte de bœuf, on reste ouvert. On reste ouvert. En fait, c'est ce qu'ils appellent la grande restauration. La grande restauration a tout à fait le droit de continuer à opérer alors que les bars et toute l'activité connexe doit s'arrêter à 22h. Ouais. Ça va mal se terminer, cette histoire. Oui, parce que, si vous voulez, cette pandémie, c'était normal qu'elle soit prise en charge finalement par l'État, parce que compte tenu de son ampleur, il n'y avait que l'autorité politique qui pouvait la gérer. Néanmoins, ça ne peut pas se faire sans l'adhésion de la population
et sans une adhésion qui soit concertée. Et c'est cette absence de concertation qui fait qu'aujourd'hui, vous avez Madame Borne, qui est notre ministre du Travail, qui dit, pour toutes les activités qu'on va arrêter, on va voir à nouveau un soutien de l'État pour pouvoir assumer le chômage partiel et autres. Sauf que ça rejoint ce que vous disiez, docteur. C'est une infantilisation d'une autre manière. C'est un soutien, bien sûr, tant mieux. Tant mieux pour tous ceux qui peuvent en profiter, pour tous ceux qui en ont déjà profité. Néanmoins, ce n'est pas un retour à la normale, c'est-à-dire à la prise en charge, à la responsabilisation et à l'éloignement de l'incertitude. C'est cette incertitude qui fait que, comme tout le monde le sait, ça va quand même durer probablement 1 an, voire 2. Oui. Ce matin, Bruno Le Maire le disait sur un média voisin. Il disait, de toute façon, il y en a pour 2 ans minimum. Donc ça veut dire quoi? Que l'on va, de toute façon, fermer régulièrement les établissements? Que l'on va empêcher, on en parlait avec Alexandra tout à l'heure, moi il y a une chose qui me frappe, et peut-être que vous deux avez ce même sentiment, c'est que je trouve que la population devient triste. Oui. Je trouve que la population, c'est métro, boulot, dodo, parce qu'il faut assurer l'économie. Où est la joie? Où est la joie? Audrey Le Mérard, peut-être là-dessus psychologue. La joie, elle peut pas s'exprimer puisque de toute façon, elle est interdite et elle est empêchée. Vous pouvez même pas aller faire du sport alors que dans les salles de sport, ils respectaient les protocoles. Il y avait les masques. Absolument. Donc, on comprend pas. En fait, la logique n'est pas visible. Elle n'est pas lisible. Et le sport, c'est important pour garder la forme, pour garder le moral, pour se dépenser. Psychologue, est-ce qu'on peut vivre longtemps sans faire la fête, sans aller danser, sans faire de sport, sans s'embrasser, sans toucher les gens, ses amis? En plus, alors moi je suis méditerranéen, donc j'ai plus tendance à toucher que peut-être les gens du Nord, mais voilà, enfin, ça change notre vie. Est-ce qu'on peut vivre longtemps comme ça? Est-ce qu'on peut supporter ça longtemps? Et est-ce qu'en bout de course, il n'y a pas un risque d'explosion? Et je poserai la question à Anne Mazoyer après, parce que vous, c'est le côté psy, et il y a le côté politique aussi. Mais bien sûr. Alors, ça se rejoint, hein, au bout d'un moment, c'est nécessaire, mais en réalité, on ne va pas pouvoir tenir trop longtemps. L'âge, eux, ils découvrent le monde. Donc, à la limite, voir qu'on est masqué, si ça va pas leur changer la vie. Par contre, nous, on a des habitudes depuis longtemps maintenant, les embrassades, les accolades, les poignées de main, les bisous, les baisers, tout ce que vous voulez, aller se faire masser sans masque, faire du sport, être libre. En réalité, on n'a plus ce sentiment de liberté. C'est-à-dire que quand on sort de chez nous, dans les grandes métropoles, on est obligé de mettre le masque. On n'a même pas la liberté de pouvoir être dans la rue, alors que c'est pas hyper, de toute façon, efficace non plus le masque dans la rue. Mais en tout cas, on peut pas être libre de nos mouvements. Donc on peut pas être libre non plus dans le plaisir qu'on va prendre en société, parce que on peut prendre du plaisir à picoler à la maison avec ses amis et le masque et les fenêtres ouvertes, d'accord, mais en fait on ne retrouve pas cet esprit de groupe, de cohésion de groupe. Et ça aussi, ça va fragiliser un petit peu au bout d'un moment le fait de pouvoir suivre ce qui va être annoncé prochainement par le gouvernement. Et Anne Mazoyer, les conséquences politiques, est-ce qu'on risque pas une explosion sociale derrière? Parce que il y a ça, il y a le fait, le problème du contact humain, le problème de faire la fête, et puis il y a toutes les fermetures qu'on a abordées également, et ça aussi. Donc le tout mélangé, c'est de la nitroglycérine. Absolument, c'est un problème à la fois sociétal et un problème économique, et c'est un problème qui risque l'implosion. Je dirais pas l'explosion, mais l'implosion. Et je crois que c'est vraiment une question très grave que le gouvernement devrait observer de très près. N'oublions pas que nous sommes dans un pays révolutionnaire et que cette révolution est dans notre ADN, elle est inscrite dans cet ADN. Alors il y a eu des tas de mouvements avec les réformes qui ont été mises en place, avec les gilets jaunes et autres. Moi je crains que vous n'ayez des rébellions qui ne se transforment petit à petit, qu'il y ait des prises de position. Écoutez, j'ai lu hier un article dans Les Échos qui disait, j'espère que vous êtes bien debout, camper sur vos positions, qu'il y aurait un taux de suicide supérieur dans les mois à venir à ce qu'il y a eu en termes de taux de mortalité par le Covid. Et j'en suis persuadée, moi, personnellement. Il y a 27 suicides par jour, pardon. Mais 27 suicides par jour. Vous voyez le ratio par rapport en France. Hein. À des problèmes économiques, dû à des problèmes aussi peut-être amoureux, des problèmes sociétaux, de société, des problèmes sociaux. Donc oui, c'est très grave. On va continuer à suivre ça. Merci à tous les trois, en tout cas, d'être venus en direct sur ce plateau.